Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous accueillir à cette, je dirais presque une table ronde, un peu ouverte sur le coup, sur le sujet un sujet qui nous tient à cœur, le sujet des TMC, des agences de voyage, parce que les TMC sont pour nous la porte d'entrée pour les entreprises, pour les acheteurs, pour les voyageurs, au business travel. Vous le savez, c'est un marché qui est très dynamique et qui est en pleine mutation. Et on se disait que c'était un bon moment pour aborder ce sujet des TMC. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 3 experts pour échanger sur ce sujet. Nous avons Anthony Poirier d'Axis Odyssey, nous avons Christophe Drezé du cabinet EPSA et nous avons Guillaume Bizet d'Areca. Alors, pourquoi on a choisi ce sujet puisque c'est comme vous l'a dit Nicolas, on ne s'est pas présenté d'ailleurs, Nicolas qui est le acheteur chez Clarins, c'est donc Clémence Poinsignon chez L'Oréal. C'est un marché qui évolue beaucoup, vous le savez tous, poussé par la partie loisirs, où nos employés sont aussi des personnes qui voyagent et qui ont des habitudes au niveau perso. Une pression sur les coûts, puisque les TMC aujourd'hui on peut considérer qu'ils sont un peu pris entre le marteau et l'enclume, dans le sens où ils ont un modèle, un héritage qui est plus forcément aujourd'hui d'actualité et besoin d'investir énormément dans la technologie, et bien sûr la pression des acheteurs sur les prix. On a des usages qui sont très différents. Aujourd'hui, on ne conçoit pas réservé ailleurs que sur sa tablette, son mobile. On ne pense pas appeler un agent de voyage, enfin moi personnellement non. On veut de plus en plus du bléjure, de l'open booking, donc les pratiques changent. Les millennials veulent également plus de liberté, éviter les frustrations, éviter l'avance de frais et de la simplicité. Tout ça dans un écosystème qui est en pleine consolidation, une consolidation verticale et horizontale avec, que ce soit sur les hôtels, les TMC, les outils, aujourd'hui beaucoup de regroupements et bien sûr une fragmentation, ce qui est un peu le casse-tête des acheteurs, c'est-à-dire l'acheteur veut toujours le mieux de tout et pour avoir le mieux de tout, il fait appel à 10 prestataires et 10 prestataires à gérer, c'est compliqué. Dans un monde où on veut de la simplification, c'est pas idéal. Donc, les marchés évoluent, vos besoins évoluent sans transition avec la slide d'après. Donc là, on va essayer pendant cet échange, et je vous invite vraiment à poser des questions. Vous pouvez lever la main, vous pouvez poser des questions via l'appli, mais surtout, le but, c'est que chacun reparte avec les réponses à ces questions. Donc, ce qu'on vous demande, c'est aujourd'hui sur l'application, de choisir 5 services que vous jugez prioritaires aujourd'hui dans vos TMC. Et on va essayer de répondre à travers les 3 présentations de nos experts et les échanges qu'on va avoir sur est-ce que les évolutions des TMC aujourd'hui vont répondre à vos besoins, oui, non. Et quels sont ces nouveaux besoins ou lesquels apparaissent en premier. Et la deuxième question, c'est que souhaitez-vous améliorer? Donc là, on vous laisse une réponse libre. On verra ce qui apparaît comme réponse. On vous laisse 3 petites minutes pour répondre à ces 2 questions. Nous avons déjà des réponses qui sont en train de tomber. Alors, on vous laisse répondre. Pas mal la musique. Service de réservation, outils, optimisation, consulting, reporting, etc. C'est votre dernier mot. Non, mais ce qu'on voit, c'est que tous les besoins, à peu près tous, sont assez représentés. Je pense qu'aussi les typologies, les tailles d'entreprise font que les besoins n'arrivent pas forcément dans le même ordre. Donc, on parle d'outils. Vous verrez, c'est un des sujets qu'on va aborder sur la partie techno. On parle d'optimisation tarifaire, on va en parler également sur l'équation économique aujourd'hui pour les acheteurs. Mobilité, c'est aussi les outils. On parle de reporting, de consulting. Finalement, qu'est-ce qu'on attend de notre agence? C'est plus forcément de réserver nos billets, mais c'est de nous conseiller. C'est un job à part entière. Donc, on répondra à toutes ces questions et je propose à la fin de revenir sur vos réponses, voir si on a répondu à tous ces besoins.
Nos 3 experts, donc aujourd'hui, proposent de parler de 3 chapitres différents. Donc, on a un premier chapitre sur la partie les nouveaux services des TMC, une deuxième partie sur la partie offre économique et optimisation économique, et une dernière partie sur la technologie. Alors, encore une fois, merci de poser vos questions. Ne repartez pas avec, ça serait vraiment dommage. Donc, pour la première partie, sur la partie service, je vais demander à Anthony. Voilà, merci. Je vais peut-être descendre parce que... Non ? D'accord, je reste en haut. Ok, bonjour à tous. La technique dirige. Donc, bonjour à tous. Donc, la première partie, c'est effectivement sur l'offre de service. Et... ok. Pardon. Et donc, d'essayer de savoir quels sont à la fois les besoins et les services qui sont aujourd'hui offerts par vos agences de voyage. Donc, on s'est appuyé sur une étude qui a été faite en 2017 par FCM avec Déplacement Pro et qui donne des résultats sur les principales attentes des acheteurs versus les agences de voyage qui sont assez, finalement, classiques puisque les besoins primaires sont finalement ceux qui sont prioritairement attendu de la part des acheteurs. Donc on parle de réservation et de respect de la politique voyage, on parle bien évidemment de la réalisation d'économies et de l'optimisation tarifaire, et puis on parle de tout ce qui est assistance voyageur pour les 3 premières places des besoins des acheteurs. Et en 4e et 5e position viennent le besoin de reporting et très très loin l'accompagnement sur les solutions technologiques. Donc une fois qu'on a fait ce constat-là, on a essayé aussi de regarder quelles étaient finalement l'ancienneté des agences chez les personnes qui étaient interrogées. Et on se rend compte que l'ancienneté de la TMC est, pour 2/3 des cas, à moins de 3 ans. C'est-à-dire à peu près la durée d'un contrat. Donc, par rapport à ça, ça peut poser 2 questions. Est-ce que c'est une cause? Est-ce que c'est une conséquence? Est-ce que c'est parce que, finalement, on ne laisse pas le temps à l'agence d'exprimer ses capacités à répondre aux attentes suivantes, ou est-ce que l'insatisfaction fait qu'on renouvelle l'agence de voyage? Une fois qu'on a fait ce constat-là et qu'on s'appuie sur ces chiffres-là, on a essayé de rassembler les attentes qu'on ressent de nos clients par rapport à l'agence de voyage. Ce qu'on ressent, c'est que l'agence de voyage doit apporter aujourd'hui des recommandations sur le comportement du voyageur. Finalement, c'est elle qui est en interaction directe avec le voyageur et c'est elle qui doit dire quelle est cette évolution en termes de comportement voyageur. Comment je vais pouvoir adapter ma politique voyage? Comment je vais pouvoir adapter mes négociations pour pouvoir répondre aux besoins du client? Elle est aussi attendue sur tout ce qui est anticipation des tendances marché. Alors, sujet d'actualité, vous avez beaucoup de questions sur la NDC. Vous vous tournez prioritairement vers votre agence pour avoir des réponses sur ces points-là. Vous attendez effectivement d'avoir des informations en anticipation sur tout ce qui est modification tarifaire, sur tout ce qui est réglementation locale. Voilà, vous attendez ce type d'informations aussi de votre agence de voyage. Il y a aussi une attente sur comment prendre en charge la satisfaction du voyageur, comment lui apporter plus de satisfaction. Donc ça passe par différentes réponses, externalisation du support, voire du travel management. Il y a aussi toute une partie sur comment optimiser les failles, comment faire en sorte que quand j'ai un retard, quand j'ai une annulation, mon voyageur puisse être pris en charge. Comment je peux limiter les coûts engendrés par rapport à ces failles-là et à ces problématiques-là. Bien évidemment, tout ce qui est fluidifier la communication avec le voyageur, comment lui apporter de l'information en temps réel ou en anticipation pour que son voyage se déroule de la manière la plus fluide possible. Et puis, vous attendez de plus en plus qu'elle aille au-delà du corporate travel. Qu'elle puisse, par exemple, c'est des points qui reviennent très très souvent quand on analyse les besoins en amont d'un appel d'offres. Est-ce que je vais pouvoir aussi utiliser cette agence de voyage pour servir en loisir mes collaborateurs, pour leur apporter du service au-delà de leur déplacement professionnel? Et puis il y a maintenant une tendance qui est aussi d'aller au-delà, de suivre finalement le parcours en global et aussi de traiter les questions liées à l'expense, que ce soit de manière outil, voire bonne pratique.
Face à ça, les agences de voyage ne restent pas les bras croisés. Elles offrent des nouveaux services qui sont sur 4 pans. Le premier qui est comment faire en sorte que mon contenu soit le plus exhaustif possible. Donc vous avez un enrichissement qu'on a vu ces dernières années, notamment sur ce qui est hébergement, avec l'enrichissement de toute l'offre GDS et des services packagés avec des HBT. Vous avez également un enrichissement sur tout ce qui est transport, au-delà de l'aérien, fournir du service VTC, faire de la réservation VTC par exemple. Vous avez aussi un enrichissement sur la partie service. Comment être plus exhaustif en termes de service. Donc j'en ai parlé, servir aussi en termes loisirs mes collaborateurs pour apporter du service, pour finalement que mon entreprise par rapport à mes collaborateurs soit également plus attractive et apporte plus de services à mes clients internes que sont les collaborateurs qui se déplacent. Et puis assister sur la globalité de la complexité que peut avoir un certain voyage en apportant de l'assistance sur tout ce qui est visa, passeport, ESTA, etc. Elle apporte aussi aujourd'hui des réponses en termes de process pour être plus exhaustif sur cette partie process. Alors je ne sais pas si vos agences le font, mais vous sachez que certaines agences proposent de prendre les modifications et les annulations de prestations qui ne sont pas forcément commercialisées par cette agence. Typiquement, vous allez avoir des réservations sur des loueurs de voitures qui sont en direct. Et ben déjà, il y a des agences, moyennant fee bien évidemment, qui peuvent prendre en considération la globalité du voyage. Et quand vous faites une annulation, vous avez un seul point de contact, ça reste l'agence de voyage. Un point qui est très très important et sur lequel il peut y avoir parfois quelques insatisfactions, c'est intégrer de manière globale l'outil et être finalement un seul point de contact pour avoir la globalité des services qui sont gérés par l'agence de voyage. Donc faire en sorte que finalement l'agence et l'outil ne fassent qu'un. Ça, c'est une grande tendance. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard sur la partie technologique. Et c'est une grosse demande. Et vous avez des agences de voyage qui, aujourd'hui, font ce pari-là d'être complètement intégrées avec un outil. La partie note de frais, j'en ai également parlé. Ça doit faire maintenant, je pense, 3-4 ans que vous avez des agences de voyage qui vous proposent aussi de prendre en considération la partie note de frais, que ce soit en termes technologiques, mais également en termes de services après-vente. Et enfin, je pense que le nerf de la guerre, on est tous d'accord pour dire que c'est la data. Vous avez plusieurs agences qui aujourd'hui vous proposent de consolider de manière globale vos dépenses voyage, que ce soit les dépenses qui sont faites via le canal agence, mais également toutes les données que vous pouvez avoir dans vos outils notes de frais pour réintégrer et avoir une vision globale de votre dépense travel. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qui se faisait sur le marché. Avant de passer la parole, je vais vous donner quelques petites bonnes pratiques qu'il faut avoir quand vous pilotez une agence de voyage et surtout quand vous faites le choix d'une agence de voyage. 4 mots-clés. Premièrement, priorité. Sachez prioriser vos objectifs. Une agence de voyage, quand vous allez sélectionner, vous la sélectionnez pour 3, 4, 5 ans. Sur la première année, vous n'aurez pas tous les services. Sachez prendre le temps de prioriser et de savoir ce que vous voulez sur les premières années avant d'aller plus loin. Équilibre, quand vous négociez avec une agence de voyage, il n'y a pas de secret. Plus vous allez être agressif dans la négociation, plus elle sera dos au mur et moins vous pouvez attendre de qualité de service. C'est logique, il faut l'avoir en tête. Voyez l'agence de voyage comme un partenaire et ne l'écrasez pas forcément en termes économiques. Intégration, quand vous faites le choix d'une agence de voyage, faites en sorte qu'elle soit intégrée dans votre écosystème travel, finalement elle fonctionne parfaitement avec ce que vous avez mis en place et ce que vous allez mettre en place, que ce soit en termes de moyens de paiement, bien évidemment en termes d'outils, de sécurité. Veillez à ce que chaque brique de votre écosystème soit compatible avec votre agence de voyage. Et enfin, spécialiste, ne demandez pas l'impossible à votre agence de voyage. C'est une agence de voyage, elle peut vous apporter beaucoup de services, mais pensez aussi que d'autres spécialistes peuvent vous accompagner sur des sujets qui sont plus des sujets de niche et qui sont un petit peu plus éloignés du milieu du métier d'agence. Voilà pour moi. Merci Anthony. Y a-t-il des premières questions sur la partie service, du coup, puisqu'après on va aborder la partie économique et la partie outils. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'évolution de la TMC sur les services qu'elle apporte? C'est une salle très sage. Bon,
Et en fait, il fallait faire le cocktail avant. Je me déplace. Attendez, j'arrive. Attendez. Ah, merci. Oui. Bonjour, Tina Pleyrigo, Schneider Electric. J'ai une question concernant le niveau des agents de voyage. On dit que de plus en plus, on ne fait pas appel à des gens qui viennent, qui ont fait des études dans ce sens, qu'on les forme sur le tas, entre guillemets. Et de ce fait, quelquefois, on se retrouve avec un manque, je dirais, de culture. De qualitatif sur la partie qualitatif, agent. tout à fait. Qui veut répondre à cette question ? Je peux me lancer. Je suis d'accord avec vous et on observe deux dynamiques sur ce plan-là. Les très grosses agences de voyage ont tendance à créer des business travel centers dans lesquels elles réunissent un très grand nombre d'agents au détriment souvent de la qualité, avec des turnovers qui sont très élevés. Et puis une autre dynamique qui est celle d'agences beaucoup plus petites, beaucoup plus niches, qui, elles, justement, conscientes de la faille qui se crée du côté des grandes agences, vont axer leur pitch sur le service proposé par les agents. Donc ce que vous dites est parfaitement vrai. Je pense que ça s'applique plutôt aux très grands réseaux et à contrario, et c'est ça qui crée le succès de certaines agences aujourd'hui dans le monde du business travel qui sont pas grandes, ces petites agences sont capables au contraire d'offrir des agents et du service de bien meilleure qualité. Oui, dans une dynamique de globalisation, on ne peut pas facilement travailler avec des petites agences. Je suis d'accord. Donc, je ne sais pas, les grands réseaux d'agences de voyage, vous vous posez ces questions Peut-être que les agences veulent répondre. Bonjour, Coralie Piccini, Amex GPT. Effectivement, tout à fait d'accord avec les deux côtés. On se retrouve confronté à des problématiques réelles que vous venez d'énoncer. On a, en tant que grande agence, des hubs dans lesquels on a développé des centres de compétences. On se rend compte qu'aujourd'hui, même dans un cadre de globalisation, il est essentiel d'avoir accès à la compétence locale, au contenu local, avec des émissions locales. Donc on revient aussi entre les deux à des modes de travail à domicile. Et on l'a beaucoup développé. On est une entreprise anglo-saxonne, donc ça aide. C'est pas la mentalité aujourd'hui de toutes les philosophies, de toutes les cultures. Mais le home office, donc virtual location, qui aujourd'hui, grâce à la techno, permet au final d'avoir les ressources reliées comme si elles étaient sur site, hein, et même mieux, permet de pallier aux soucis qu'on peut avoir, notamment dans les hubs, hein, parce qu'aujourd'hui c'est très à la mode. On sait qu'il y a beaucoup de hubs qui se développent dans toutes les régions. Permet de pallier à ce problème de main-d'œuvre sous-qualifiée. Ou pas assez qualifiée, on va dire. Merci. D'autres questions ? Alors du coup, je propose de passer à la partie économique. Donc Christophe. Donc, on l'a bien compris, je pense tous, l'équation économique, elle est de plus en plus compliquée à résoudre sur le sujet des déplacements professionnels. Et je pense qu'il est intéressant quand même de regarder un petit peu ce qui s'est passé, non, c'est pas moi, sur les 15 dernières années. Pour les plus anciens, je pense que vous avez connu ce qui s'est passé avant 2004. Donc, c'était l'âge d'or des déplacements professionnels, hein, puisque l'agence de voyage était même un centre de profit. Plus on voyageait, plus l'agence reversait de l'argent aux entreprises. On était sur un système de rémunération indirecte à 100%. En 2004, les principales compagnies ont décidé de stopper le versement de ces commissions. Donc les agences ont dû s'adapter et elles ont mis en place les management fees, donc ces fameux comptes d'exploitation que les agences envoyaient à leurs clients tous les ans, et les clients devaient faire un chèque pour équilibrer le compte d'exploitation. Là, on était sur à peu près 80% de rémunération directe et 20% de rémunération indirecte. Ce système de management fee a posé beaucoup de problèmes aux entreprises parce qu'il était
très difficilement prévisible. Et donc, les agences ont proposé un système beaucoup plus prévisible, le transaction fee, qui perdure encore aujourd'hui. Et là, sur le transaction fee, on est à peu près sur 60% de rémunération directe pour l'agence et 40% de rémunération indirecte. Certaines agences, à partir de 2015, vous l'avez vu, je pense, ont décidé de proposer le transaction fee à 0. Ça a suscité pas mal d'engouement pendant quelques mois, mais on se rend compte que c'est une véritable black box. Il y a eu pas mal d'insatisfaction et d'interrogations par rapport à des markups qui pouvaient être pris par ces agences sur les prix du billet. Et en 2019, on a l'apparition d'un nouveau modèle qui est un modèle au forfait proposé par Rydoo, donc la nouvelle agence de voyage et le nouveau produit développé par Sodexo. Donc on le voit, en l'espace de moins de 15 ans, on a eu 5 modèles de rémunération différents. Je vous mets au défi de trouver sur les différents périmètres dans les achats une autre catégorie qui a connu autant de pricing model, ce qui montre bien qu'il y a un vrai souci sur le meilleur moyen de rémunérer son agence de voyage. Une information, en France, on estime que le revenu direct des agences de voyage est de 600 à 700 millions d'euros, à comparer quand même avec le chiffre qu'on présente tous les ans dans le cadre du salon IFTM. En 2017, on évaluait la dépense TNI en France à environ 30 milliards d'euros. Donc ne vous trompez pas non plus de bataille. Travailler sur l'optimisation des 600 à 700 millions d'euros, c'est bien, mais il faut aussi regarder les 29 milliards et demi restants. Alors, résoudre cette équation, c'est une équation à plusieurs variables. On a 3 principales variables. Le premier, c'est le voyageur qui, on peut le dire, souhaite des évolutions dans les outils qui sont proposés par les entreprises. Ce voyageur, il aimerait aussi des évolutions sur la politique de voyage. Et il est toujours en recherche de simplicité et d'une expérience utilisateur sur les outils qui lui sont proposés qui se rapproche de plus en plus des solutions B2C. L'acheteur est dans son rôle, il cherche toujours à avoir plus de services, plus de qualité à moindre coût. Ça a sûrement été quelque chose de très vertueux sur les 10 dernières années puisque ça a permis à tout le marché de se structurer. On se rend compte aujourd'hui qu'on arrive à une limite et que ça va être très difficile pour un acheteur d'aller chercher des coûts d'agence plus bas. Il y a encore quelques années, le coût moyen d'une agence est environ 3, 4, 5% du volume d'affaires géré. Nous, sur certains grands comptes, on tombe à 0,34%. Donc, bien évidemment, pour les TMC, ça leur pose un vrai problème parce que elles essayent finalement de limiter les dégâts et de maintenir la tête hors de l'eau. Elles nouent des partenariats technologiques avec un certain nombre de startups plus ou moins pertinentes et elles ont toujours, pour les grands réseaux, je trouve, quelques difficultés à proposer une roadmap technologique à court terme qui répond aux besoins des entreprises et aux besoins des voyageurs. Donc, pour résoudre cette équation, on le voit, elle n'est pas si simple que ça. C'est une équation à plusieurs inconnus. Et finalement, le vrai challenge, c'est de positionner le curseur sur le service, sur le prix, sur la technologie et sur le reporting pour essayer de faire en sorte que la TMC devienne une TSC, donc une Travel Solution Company, finalement un partenaire technologique qui sera à vos côtés pour essayer de faciliter l'expérience du voyageur d'affaires. Pour ceux qui ont fait quelques études de maths, on le sait, pour résoudre une équation, il faut poser les bonnes hypothèses. Donc les bonnes hypothèses aujourd'hui à poser au niveau de l'entreprise qui est en recherche d'économie. La difficulté dans les années qui viennent va être de maîtriser le reporting dans un environnement qui est de plus en plus désintermédié et de plus en plus atomisé. On voit un certain nombre de grands groupes revenir sur le choix qui a été fait il y a quelques années de choisir une agence globale. Les grands groupes aujourd'hui préfèrent peut-être choisir des agences locales
qui présentent des niveaux de qualité bien meilleurs que les grands groupes et s'appuyer sur des partenaires technologiques pour essayer de consolider la dépense et être en capacité de sortir les KPI qui permettent de piloter le périmètre. L'entreprise aussi, elle doit s'intéresser à d'autres sujets, et je pense qu'on en parle dans la salle juste à côté. Le MICE, nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille beaucoup cette année. Le MICE n'a quasiment jamais été traité par les achats. Le MICE est souvent entre les mains des directeurs marketing, des directeurs de communication ou des chefs de produits. Et finalement, on voit, nous, sur un certain nombre de business cases qu'on mène en ce moment avec des grands groupes, c'est des périmètres sur lesquels il est assez simple aujourd'hui d'aller chercher moins 25 ou moins 35% de la dépense à un horizon environ 24 ou 36 mois. L'industrie, et principalement la TMC, doit être plus transparente. Les TMC nous ont dit pendant de nombreuses années qu'elles ne touchaient plus de communication, de commission. Aujourd'hui, on sait tous qu'elles continuent à toucher des commissions, ce qui pose un vrai problème de confiance entre le client et la TMC. Le client pense que sa TMC gagne beaucoup d'argent sur son dos. Et je pense qu'on gagnerait tous à travailler à livre ouvert en comprenant les mécanismes de rémunération indirecte des agences qui permettraient sûrement aux agences de remonter un petit peu les prix et surtout d'avoir les moyens d'investir dans l'innovation et dans les nouveaux produits. L'industrie aussi doit prendre conscience que la nouvelle norme NDC est une opportunité et non pas une menace. On le voit, nous, sur un certain nombre d'appels d'offres qu'on peut gérer en ce moment. Les agences ont fait le choix, à court terme, de privilégier le GDS pour intégrer la norme NDC. C'est sûrement une bonne option à court terme, puisque la norme n'est pas forcément très mature pour le moment, mais très clairement, ce n'est pas la philosophie de la norme. La philosophie de la norme, c'est de désintermédier, de privilégier les circuits courts. Donc les agences doivent repartir d'une feuille blanche, ce qui va leur poser des problèmes, puisque tout leur back-office est interfacé avec le GDS, pour essayer de trouver des moyens de distribution avec moins d'intermédiaires. Le voyageur, bien évidemment, il faut écouter ses attentes et l'accompagner. Si votre voyageur souhaite du VTC, passez un partenariat avec une entreprise qui fait du VTC. Si votre voyageur veut du Airbnb, passez un contrat avec Airbnb. Si votre voyageur souhaite échanger avec son agent de voyage sur des applications de messaging, ajoutez ce point qui sera primordial dans les années qui viennent à vos cahiers des charges. Et ensuite, le voyageur, très clairement, aujourd'hui, on doit lui faire confiance, on doit lui donner beaucoup plus d'autonomie. Je voyais encore un exemple dans un grand groupe la semaine dernière où un voyageur qui partait en Asie avait trouvé un billet d'avion Emirates en classe affaires qui était moins cher que le billet Air France en éco-premium. Son entreprise lui a dit « Ben non, malheureusement, comme la classe affaires n'est pas autorisée, tu ne peux pas prendre ce billet. » Donc il faut aussi faire confiance aux voyageurs. Votre voyageur, il est raisonnable et il saura vous apporter des économies si vous lui faites confiance. Ensuite, l'acheteur, il doit faire preuve d'audace et il doit faire confiance aussi à ses différents partenaires. J'imagine que dans vos entreprises, vous échangez avec des acheteurs qui interviennent sur des catégories d'achat direct. Vous voyez bien qu'ils ont un mode de fonctionnement complètement différent au mode de fonctionnement des acheteurs indirects. Un acheteur direct dans l'industrie automobile va visiter très régulièrement ses prestataires, s'intéresse aux nouveaux produits et à l'innovation chez les prestataires et l'accompagne dans la mise en place de ces innovations pour créer de la valeur ajoutée dans les entreprises. Aujourd'hui, les acheteurs indirects n'ont malheureusement pas forcément ce niveau de maturité et il va falloir aller sur ces sujets-là.
Et enfin, remettre en cause tous les schémas classiques d'optimisation, repenser vos politiques de voyage. On a pendant longtemps dit que l'anticipation était clé pour optimiser ses dépenses. C'est plus forcément vrai, puisque aujourd'hui, vous pouvez avoir des offres beaucoup plus intéressantes à la dernière minute qu'en anticipant. Donc je pense qu'on est dans un monde qui vous offre beaucoup d'occasions. Et si vous avez un petit peu d'audace, je suis sûr que vous saurez créer de la valeur ajoutée pour vos entreprises. Merci Christophe. Y a-t-il des questions dans la salle? On peut traiter les deux sujets, à la fois prix et à la fois service. Oui. Oui, Sophie du groupe Volkswagen. Plus un commentaire d'ailleurs qu'une question sur la transparence. 100% d'accord. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est parfois dure de l'obtenir. Et aussi un commentaire quand vous parlez justement des acheteurs indirects qui vont peut-être moins dans le partnership. Je m'excuse de le dire un peu à l'anglaise. Que bon, là non. Là, je dirais que franchement, maintenant, les acheteurs indirects travaille aussi en partenariat, donc on ne reste pas dans l'ancienne école des achats directs et indirects. Et justement, dans le but de travailler en partenariat, c'est là qu'on souhaiterait avoir des livres ouverts. Et franchement, après 25 ans, dont 20 ans d'expérience dans cette industrie du voyage, j'ai toujours eu un mal fou à l'avoir, le livre ouvert. Donc, moi, je vous fais une demande, s'il vous plaît, jouez le jeu pour les acheteurs. Ça nous aidera, et ça nous aidera en tant qu'acheteurs indirects à travailler en confiance avec vous. Et ça vous évitera aussi les 0,34% de fees, parce que là, je comprends qu'avec 0,34%, vous ne puissiez pas vivre. Je crois qu'il y a beaucoup d'acheteurs ici qui ont compris que l'agence devait avoir sa com, que ce n'est pas sur les management fees, mais je pense qu'il faut aussi que vous le preniez en considération. On travaille en partenariat, on a compris tout ça. Ça, c'est juste un petit feedback. Merci. Est-ce qu'il y a une agence ou quelqu'un d'autre qui souhaite réagir? Non? On va passer à la suite. Ok. De toute façon, on aura encore un tout petit peu de temps pour les questions. Et donc, la dernière brique avec Guillaume, c'est sur la partie outils techno. Hein, on a vu que c'était vraiment un élément de grande évolution. Merci. Donc, je vais vous parler des agences et de la technologie. C'est à la fois une histoire ancienne et une histoire récente, comme je vais vous le raconter. Donc c'est une histoire ancienne parce que les agences, le système des agences repose sur des technologies dont Christophe et Anthony parlaient, qui sont les GDS, qui sont des technologies assez anciennes. Et ça, c'est sans doute la raison principale pour laquelle les agences, pendant de très nombreuses années, ont fait très peu de développement et d'avancées sur le plan des technologies. Une autre raison pour laquelle ça n'a pas bougé pendant de très longues années, c'est que ce n'était pas le cœur des discussions ou le cœur des attentes de leurs clients qui étaient très axés sur les économies. Donc c'est une histoire ancienne, mais il s'est passé très peu de choses pendant longtemps, mais c'est une histoire récente parce que c'est une histoire qui s'accélère. Depuis quelques années, on voit des mouvements très forts sur le plan des technologies qui se traduisent sous forme de trois stratégies différentes que les agences peuvent d'ailleurs combiner. On voit des agences qui font à la fois des stratégies d'intégration et des stratégies d'acquisition. Donc ces trois stratégies, c'est, comme je viens de le dire, intégration-partenariat. Les exemples, c'est l'intégration dans les back-office ou les mid-office des agences, des produits développés par les GDS ou les systèmes technologiques tels que Concur. C'est presque des lames de fond, c'est vraiment des intégrations extrêmement puissantes. C'est aussi des choses plus visibles sur la partie front office, l'intégration de modules online dans le portail proposé par les agences. Les stratégies d'acquisition, consolidation, les exemples récents, c'est
le rachat de KDS par Amex GBT, la toute nouvelle émergence d'un nouvel acteur qui s'appelle Raidu, créé par Sodexo, et son rachat d'Albatros et d'Expenditure, et un petit peu plus ancien, comme ça tout le monde est cité, le rachat de WorldMate par CWT. Donc ça, c'est des stratégies d'acquisition, de consolidation qui vont sans doute continuer. Le rachat d'HRG par Amex crée du côté de BCD une manne financière qui peuvent les conduire à se diriger vers cette stratégie d'acquisition-consolidation. Et la dernière stratégie, c'est une stratégie de développement. Ça se voit beaucoup sur le reporting ou l'incubation de start-up par les agences de voyage. Donc il y a une vraie accélération au cours des 3 dernières années qui se traduit finalement aujourd'hui par des vrais écarts entre agences de voyage sur le plan des technologies, et ce n'était pas le cas avant. Donc on a des écarts sur les produits ou les technologies proposées par les agences de voyage, sur des technologies qui sont assez, on peut penser, standards et basiques, ou sur des technologies plus avancées. Sur le plan des applications mobiles, toutes les agences ou beaucoup d'agences de voyage disent qu'elles ont une application mobile, mais quand on creuse, en fait, le contenu n'est pas du tout le même d'une agence de voyage à une autre. Elles ne proposent pas l'intégralité dans leurs applications mobiles des services que d'autres agences peuvent proposer. Sur le plan du reporting, en termes de granularité, de vitesse, de souplesse d'utilisation, il y a des grosses différences entre agences de voyage, et dans la capacité aussi des agences de voyage à proposer des annulations, modifications, des réservations faites online dans l'OBT. Toutes les agences ne peuvent pas le faire. Or, ça, ce sont des choses dont on peut penser que c'est des technologies ou des solutions assez standards. Et puis, ça va un peu plus loin dans les solutions avancées, avec certaines agences qui proposent des produits de price tracker, donc de suivi des prix et de rebooking automatique, des solutions de gestion des perturbations, des modules hôtels dont on a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui, des agences qui sont très à la pointe en termes de chatbot, ou d'analyse prédictive. Alors là, on est plus dans des choses de pointe, plus avancées, mais il y a sur ce plan-là des écarts qui se creusent entre agences. Et puis l'autre différence qu'on constate aussi, c'est que une agence va proposer un produit et dire que ce produit est disponible, mais en fait, ce produit n'est pas déployé uniformément. Donc il y a des différences en termes de cohérence de l'offre et de déploiement de l'offre. Donc là, je vous donne l'exemple d'une agence de voyage qui, sur 6 technologies, comme vous pouvez le voir, a des déploiements qui sont partiels, en cours, voire qui ne sont pas encore achevés. Donc, sur le plan des technologies, vous pouvez penser qu'une agence va vous offrir un produit, mais il n'est pas forcément déployé partout. Or, pour la plupart des entreprises, aujourd'hui, c'est important d'avoir un produit et une offre de service égale partout. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec des vraies différences entre agences de voyage sur le plan des technologies, dont on peut penser qu'elles vont en plus se creuser à l'avenir, parce qu'il y a des révolutions technologiques qui sont vraiment très fortes, qui bouleverse le monde économique dans son ensemble, mais le monde du voyage en particulier. C'est tout ce qui touche à l'intelligence artificielle et la robotisation, et la disponibilité de l'intégralité des contenus et la portabilité de ces contenus. Et là aussi, on voit des investissements faits par certaines agences et puis du retard pris par certaines autres agences. Or, quand on parle d'intelligence artificielle et de robotisation, on parle de personnalisation des offres. C'est des choses qui sont quand même importantes. Et quand on parle d'accessibilité du contenu, eh bien aujourd'hui, dans un monde ultra mobile, c'est extrêmement important pour un voyageur d'avoir l'intégralité en permanence du contenu accessible. Et là, toutes les agences ne sont pas sur un pied d'égalité. Donc, et je finirai là-dessus, quelle est la solution? Et alors ça recoupe beaucoup de ce qui s'est dit finalement précédemment. D'abord, je pense qu'il est légitime de demander aux agences plus de clarté sur leur stratégie
et sur leur plan de transformation en matière de technologie. Je dis ça parce qu'on est, nous, confrontés souvent à des appels d'offres et les réponses des agences sont assez majoritairement vagues et elles s'engagent assez peu sur leur stratégie de développement et leur vision sur le plan des technologies. Il est aussi légitime de penser qu'il faut encourager les agences à nouer des partenariats forts avec des acteurs technologiques qui sont très très avancés, tels que Concur, ou des startups extrêmement agiles, comme on en voit beaucoup. Pour la partie entreprise, je pense que ce qu'on doit dire et ce qui a été dit, c'est qu'il faut choisir. On ne peut pas à la fois demander à son agence de voyage de réduire ses coûts et d'atteindre 0,34 de fee transactionnel par rapport au voyage, et en même temps d'améliorer la qualité de son service et de proposer des avancées technologiques. C'est incompatible et c'est économiquement pas viable. Donc il y a vraiment, je pense collectivement, un effort à faire sur la clarification de sa stratégie aussi et de ses choix. Et je dirais aussi que ce choix doit être pérenne. Parce qu'on voit souvent des entreprises qui s'engagent sur une voie d'amélioration des services et qui sont prêtes à demander, enfin qui s'engagent dans cette voie-là avec leur agence, et puis qui finalement, au milieu du contrat, vont rebasculer vers des considérations beaucoup plus économiques. Et ça aussi, c'est pas viable pour les agences de voyage. Donc finalement, la conclusion, c'est et c'est ce qui se fait beaucoup en matière de technologie. On parle beaucoup de co-développement, et c'est vraiment ce modèle-là qui, je pense, est le modèle le plus viable et le plus pérenne, qui consiste à co-développer et construire avec les acteurs du voyage, et en particulier avec son agence de voyage, des programmes de développement qui sont à la fois ambitieux et raisonnables, mais qui ne sont pas vagues non plus, et qui sont sanctionnés par des ROI et des indicateurs qui vont permettre dans des SLA, et il faut introduire dans les SLA ces aspects-là, de contrôler et d'améliorer le programme, voire de sanctionner financièrement lorsque le plan de déploiement ne suit pas le programme initialement prévu. Donc le mot d'ordre, c'est co-développement. Je vous remercie. Et nous, je crois, prenons dorénavant les questions. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, j'arrive. Je suis là. Merci. Bonjour, Aurélie Festiroad. En fait, je voulais juste faire une remarque, rebondir sur ce qui a été dit, mais aussi d'une manière générale. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est acheteur, ce qui est très important aussi, c'est le contenu et l'accès au contenu. Donc là, on englobe en fait les trois axes que vous avez développés entre services, économie et outils technologiques. Et je pense que justement un des déclencheurs là-dessus a été NDC. Ce qui est très intéressant, c'est de voir les différentes stratégies des TMC. Soit on développe la techno en interne, soit on s'associe à des acteurs du marché. Mais la norme en soi, pas forcément là pour privilégier des circuits courts, mais pour réduire ce gap aussi qu'il y a entre les outils qu'on a aujourd'hui, dans on va dire les outils plus anciens qui ont été développés dans une époque pré-internet, et ce qu'on peut voir sur des sites comme ce qu'on appelle les airline.com. Donc je pense que pour les acheteurs aussi, quand on doit réfléchir à ce qu'on attend de sa TMC, une des grosses questions, c'est le contenu, l'accès au contenu et ce que veulent mes voyageurs. Qu'est-ce que peut me donner ma TMC, mais aussi qu'est-ce que je vais aller chercher auprès de partenaires extérieurs. Et la TMC étant en fait le liant dans tout ça. En tout cas, c'est ce que moi j'ai observé en échangeant avec beaucoup d'acheteurs. Donc je ne sais pas si quelqu'un est d'accord, pas d'accord, mais je pense que voilà, le contenu est très important. Merci pour ton éclairage, Aurélie. En effet, moi je suis d'accord sur le fait que la TMC doit être le liant et que la TMC doit être là pour nous dire ce qu'on peut avoir comme
intérêt demain dans le NDC et à quoi s'attendre et finalement nous expliquer ce que tu nous expliques assez simplement et finalement qu'on est capable, je pense, de comprendre et pas nous dire il va se passer quelque chose et vous verrez bien. Donc voilà, je pense que ce soit la transparence sur la partie coût, comme expliquait Madame, ou la transparence sur les évolutions technologiques, l'acheteur, plus il comprend, le plus sympa il est. Bonjour, Valentine Perrault, ONJ. Moi, j'ai une question. Comme on dit qu'on travaille en tant que partenaire, vous, de votre côté, agence ou consultant, qu'est-ce que vous voyez comme principale voie d'amélioration côté client? Comment vous pensez que les grands groupes, là, on doit mettre l'accent pour s'améliorer? Chacun a une réponse? Allez, chacun aura sa réponse. Je vais prendre le cas des appels d'offres agences qui, à mon avis, cristallisent à la fois beaucoup de tensions, de travers et sont symptomatiques je trouve, la relation entre les entreprises et les agences de voyage. On voit aujourd'hui évoluer ces appels d'offres agences qui deviennent plus des exercices de découverte, d'ateliers, de workshops, qui, avec un nombre de partenaires restreints, shortlistés, et qui conduisent à une construction à deux, finalement, du futur programme de voyage. Et ça, je pense que c'est le bon mode de travail. Alors, ça recouvre ce que je disais de co-développement, mais je crois que c'est un fonctionnement qui est très positif et qui produit des très bons résultats. Et donc ça suppose de changer son approche des appels d'offres et de rentrer plus dans des appels d'offres autour d'ateliers, de construction, de développement qui aboutissent à une conclusion qui convient aux deux parties. Voilà un exemple de choses qu'on voit, nous, et qui fonctionnent assez bien. Moi, j'ai passé mon début de semaine enfermé avec tous les grands réseaux d'agences en soutenance sur un appel d'offres qu'on est en train de gérer. Et ce qui revient vraiment dans toutes les soutenances, c'est le comportement du voyageur. Essayer de mieux le connaître, notamment avec aujourd'hui les outils d'intelligence artificielle et de data mining, et surtout essayer de lui apporter une offre qui va correspondre à son besoin, à sa flexibilité qu'il est en capacité d'accepter ou non, tout en faisant travailler des compagnies challenger à Air France, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure. Donc je dirais connaître votre voyageur et lui proposer des solutions qui correspondent à son besoin et au niveau de flexibilité dont il a besoin dans le cadre de son déplacement. Moi, je vais revenir à un des points qui était dans mes bonnes pratiques, donc je vais peut-être un petit peu me répéter. Mais je pense que, alors c'est facile à dire, mais le fait d'être patient et surtout de prioriser, de faire step by step quand vous implémentez une nouvelle agence est très important. Souvent, vous sortez d'un marché avec une agence qui vous a ou pas apporté satisfaction. En général, elle ne vous a pas apporté satisfaction. Donc, ayez en mémoire ce point de départ, ce point de comparaison. Essayez de construire, du moins sur la première année, les premières étapes qui feront que la base, au moins, est assurée. Et ensuite, effectivement, entrer dans une démarche de co-développement pour apporter du service, pour aller au-delà de ce que vous aviez auparavant. On continue. Un autre travers qu'on observe, c'est que souvent, les entreprises lancent des appels d'offres sans avoir préalablement compris si ça allait ou si ça allait pas. Et alors pour nous, consultants, c'est très difficile parce que construire une stratégie quand on ne comprend pas finalement exactement ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné, c'est très difficile et ça rend l'appel d'offres très bancal après. Je crois, et ça rejoint ce que vient de dire Anthony, comprendre, ou ce que tu viens de dire Christophe, comprendre ces voyageurs
comprendre ce qui fonctionne, c'est vraiment essentiel. Et c'est un gros travers, nous, qu'on observe très souvent. Encore une fois, des appels d'offres sont lancés sur des impressions de quelques personnes, et c'est pas vraiment fondé sur des choses tangibles. Et donc après, tout l'appel d'offres est assez compliqué. Une petite question, sur le coup, je vais poser, en lien avec vos réponses. Dans les dossiers que vous avez pu gérer ou que vous gérez, voyez-vous si vos clients sont satisfaits des basiques, des services basiques des agences? Vous avez un peu abordé le sujet, en notion de si demain je devais traiter un RFQ, quels seraient les services prioritaires à avoir? La question que je me pose, est-ce que les services basiques aujourd'hui qui sont offerts par les TMC sont bons? Et dans les sujets que vous voyez, vous avez ce feedback à nous donner? Alors moi j'ai l'impression que oui. On mène, nous, des enquêtes à destination des voyageurs tous les ans. Et je me souviens, il y a peut-être 5 ou 6 ans, on avait 70% des voyageurs qui n'étaient pas satisfaits des basiques délivrés par l'agence de voyage. Aujourd'hui, on est plutôt à 70% de voyageurs satisfaits des basiques. Et moi, j'analyse ce phénomène de la manière suivante. Quand fin 2004 et jusqu'en 2010, les agences ont eu du mal à trouver un modèle de rémunération directe qui correspondait aux besoins des entreprises, finalement, les agences se sont vraiment intéressées au nouvel interlocuteur dans l'entreprise qui était le travel manager, en s'éloignant complètement du voyageur. Et il y a juste un moment où les agences de voyage et les account managers se sont dit mon client final, c'est quand même le voyageur. Donc il faudrait peut-être que je me rapproche de lui et que je sois bon sur mes basiques. Donc nous, les chiffres dans les baromètres qu'on peut sortir montrent que oui, le voyageur est plutôt aujourd'hui satisfait des basiques, mais il ne se satisfait plus que des basiques. Il veut des chatbots, il veut des applications mobiles, et ça, c'est le prochain challenge. Alors j'aurais eu envie, et je pense que ma réponse est plutôt oui. J'ai un cas client très récent qui illustre en fait pas mal de choses qu'on dit, et surtout qu'on voit la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire les 0,5 ou 1% de problèmes qu'on peut avoir sur la globalité des déplacements. Et par exemple, et en plus c'est quelque chose qui monte très très haut. Par exemple, là chez un cas client, un voyageur qui a réservé donc en offline pour aller à Veracruz et qui ne s'est pas retrouvé au bon Veracruz. Donc forcément, c'est un petit peu compliqué, c'est un peu un basique. Mais voilà, c'est un cas sur 15-20 000 transactions, et on va retenir ce cas-là. Et effectivement, il faut essayer de sortir de ça. Il peut y avoir des erreurs, l'erreur est humaine, et même les agences font des erreurs, et il faut essayer d'aller un petit peu plus loin. Et effectivement, en général, le taux de satisfaction est relativement approche 70-80% de satisfaction, ce qui est sur du basique. Oui, je suis assez d'accord. Je pense que les agences pâtissent beaucoup du fait qu'elles sont finalement mélangées, où on met dans le même paquet l'agence, l'outil de réservation en ligne, l'outil d'expense, la politique de voyage, le travel manager. Et là-dessus, il y a pas mal d'éléments d'insatisfaction, et l'agence en pâtit assez souvent. Et c'est pour ça que bien comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas aide vraiment à bien piloter son programme voyage. Mais bon, je serais d'accord pour dire que sur les basiques, ça fonctionne quand même pas mal. Du coup, je rebondis sur ce que je viens de dire, Guillaume. Tu dis ils sont mis dans le même paquet, mais finalement, est-ce que l'employé, l'acheteur, n'a pas aussi envie qu'on démêle cette pelote et que cette simplification soit un des leviers que l'agence, ou pas l'agence, mais en tout cas de réussir à simplifier les process aujourd'hui, qui sont, de par le contrôle, de par tous les outils, la sécurité, assez en toile d'araignée, quoi. Il y a vraiment aujourd'hui beaucoup d'interlocuteurs, de process différents. Et en tout cas, j'ai l'impression que dans les grandes entreprises, c'est un enjeu aujourd'hui d'être sur la partie simplification. Et c'est peut-être aussi là où l'acheteur il se sent un peu seul. Je suis tout à fait d'accord. Et il y a donc des enjeux de communication qui n'existaient pas avant. Et qui sont importants aujourd'hui autour du programme voyage, pour permettre aux
de comprendre, et puis aussi pour permettre aux voyageurs d'obtenir le bon niveau d'information et qu'ils sachent qui fait quoi. Mais c'est juste qu'il y a des enjeux de simplicité très forts. Oui. Alors, sur la simplification, on revient peut-être à un conseil qu'on peut donner aux acheteurs, même s'ils ne sont pas complètement maîtres. Et malheureusement, c'est que très souvent, en tout cas, nous, quand on intervient, un des maîtres mots, c'est simplifions notamment les processus. Tout le monde veut simplifier. Et puis quand on creuse, chacun veut bien simplifier la partie de l'autre, mais pas sa partie. Et donc on se retrouve avec des processus, notamment tout ce qui est validation, ou tout ce qui est ordre de mission, etc., mis à part le marché public, qui finalement restent, qui compliquent la vie de tout le monde, en premier lieu du voyageur, mais également des valideurs, etc., et qui sont mis finalement dans ce même panier du process voyage et qui du coup participe un petit peu à l'insatisfaction globale du voyageur. Si on regarde un collaborateur dans une entreprise, s'il a un problème avec son ordinateur ou son imprimante, en général, il a un numéro de téléphone unique, il l'appelle et on résout son problème. Quand il réserve son billet d'avion et son hôtel et qu'il part en déplacement, il faut qu'il parte avec le numéro de téléphone de son agence, avec le numéro de téléphone de son HBT, avec le numéro de téléphone de l'hôtel. On n'a pas enfin, les entreprises n'ont pas mis encore un centre de service autour du travel qui facilite la vie du voyageur d'affaires. Oui, ou les TMC. Et finalement, Sodexo, donc, qui est un facility manager, a sûrement une très belle carte à jouer dans les années qui viennent, puisque eux, leur métier, c'est d'externaliser la gestion de la restauration, de la sécurité, l'entretien des espaces verts et ce genre de choses. Et eux, ils se positionnent vraiment aujourd'hui comme un externalisateur ou un outsourceur qui trouve des solutions aux voyageurs d'affaires, quel que soit le problème, puisqu'ils vont gérer vraiment la chaîne de valeur du début jusqu'à la fin, en intégrant même une solution moyen de paiement. Donc oui, c'est un vrai sujet, la simplification. Je pense qu'on est arrivé à la fin de la session. Non, on a encore un peu de temps, Nicolas? Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Enfin, j'avais plutôt deux questions, mais je vais poser la première qui est plus en rapport avec la simplification. On parlait beaucoup de simplification et donc d'un seul point d'entrée pour effectivement les voyages d'affaires. Et en tant que jeune génération, je suis d'accord. Mais je me pose quand même une question parce que je fais partie d'un grand groupe et on a une problématique de globalisation et on cherche des partenaires uniques pour toutes nos filiales dans le monde entier, pour chaque sujet. Et on n'a pas encore sauté le pas de partir avec une agence qui a son propre SBT, enfin un point unique pour l'agence et le SBT. On a un SBT, un appel d'offres SBT et un appel d'offres agence. Et aujourd'hui, si on veut arriver à servir tous les pays, c'est compliqué pour nous de prendre une agence avec, qui met en avant son SBT ou qui a son propre SBT. C'est vraiment compliqué et je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir de l'agilité pour le SBT, puisqu'il s'agit quand même de technologie, ça avance très vite, ça se développe très vite, c'est un monde qui bouge vite. Est-ce que ça ne serait pas plus simple d'avoir les SBT d'un côté et les agences de l'autre côté? Et est-ce que ça ne serait pas aussi plus de transparence pour l'acheteur? Parce que l'acheteur aime bien décomposer chaque structure de chaque composant et composante du coup. Donc on aime bien voir chaque partie. Il faut que vous fassiez appel à des consultants, dit Christophe. C'est pas moi. Hein. Bon, je te passe le micro après, mais il existe un modèle intermédiaire qui est, vous choisissez votre SBT, vous choisissez votre agence, vous pouvez avoir une agence globale, vous pouvez avoir des SBT régionaux, ça se passe souvent comme ça, mais vous demandez à l'agence de faire le support de niveau 1, le support de niveau 2, et d'être le point de contact.
pour le voyageur. Ça, c'est un modèle qui fonctionne. C'est le cas chez nous. Mais voilà. ma question, ça portait plutôt, parce que sur la partie liée à la technologie, vous parliez tout à l'heure justement d'une tendance dans laquelle les agences tendent à acheter ou co-développer des SVT. Ma question, elle portait plutôt sur cette partie-là. Est-ce que c'est une bonne idée de partir sur cette tendance ? Alors c'est une tendance qu'on voit au sein des agences. C'est pas forcément une réponse unique pour les clients. On en parlait tout à l'heure avec Nicolas. Ce qui est important au sein de l'entreprise, c'est que on voit c'est hyper transverse, aussi bien dans les métiers de l'entreprise que en termes de fournisseurs. Ce qui est important dans l'entreprise, c'est que vous ayez une définition au niveau entreprise et une recherche de réponse au niveau entreprise, que ce soit les achats, les RH, la finance, l'IT, et que cette réponse que vous cherchez, elle soit partagée. Après, derrière, vous avez différentes possibilités, différentes offres qui s'offrent à vous, justement. La possibilité d'avoir un seul point de contact avec une agence qui va vous proposer un package, ou la possibilité de régionaliser, ou de dire je vais aller contractualiser directement avec une agence et avec un éditeur ou plusieurs éditeurs en fonction des plaques géographiques que je veux couvrir. Voilà, ça dépend. C'est une stratégie qui est à définir et qui est dépendante, de la culture, des objectifs et de ce que vous souhaitez faire au global au sein de l'entreprise. À mon sens, il n'y a pas de réponse unique. De la culture de l'entreprise et du périmètre géographique avec ce qui va effectivement au niveau culture réglementaire, etc. Je ne suis pas sûr que l'OBT soit forcément le futur du business travel. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les agences aujourd'hui ont développé des applications mobiles qui permettent de faire des réservations qui sont complètement indépendantes des OBT. Donc c'est peut-être aussi un sujet sur lequel il faut travailler. Après, le problème, c'est l'accès au contenu. C'est toujours le nerf de la guerre. Mais vous avez le online, le offline, mais vous avez maintenant aussi le canal mobile qui va devenir un canal de plus en plus fort et qui, à mon avis, va assez rapidement passer devant le canal online traditionnel. Si quand même on fait un mapping de ce qui se passe dans les entreprises, des entreprises telles que la vôtre, 95% sont sur un modèle agence d'un côté, OBT de l'autre. Et aujourd'hui, dans les appels d'offres et les stratégies, c'est quand même ce modèle-là qui convient le mieux à des entreprises compliquées, internationales et qui veulent ce qu'on appelle le best of breed, c'est-à-dire le meilleur de ce qui se fait dans chacun des domaines et où il y a un enjeu de simplification, mais d'abord il y a un enjeu de proposer un service continu et de qualité partout. Voilà. Oui, c'est ce qu'on cherche, c'est certain. C'est le meilleur mais en fait, ma crainte, donc, quand je posais cette question, ma crainte, c'était quand on voit des agences qui investissent de plus en plus dans certains SBT, qui les façonnent aussi à leur façon de voir les choses, c'était plutôt ça ma crainte. Parce que, comme vous dites, effectivement, beaucoup d'entreprises comme la mienne gardent la stratégie d'avoir un partenaire pour chaque besoin. Mais le jour où tous les SBT seront rachetés par une poignée d'agences de voyage, est-ce qu'il nous restera du coup la possibilité de choisir notre SBT en toute liberté, en fait. Et on sait tous aussi qu'il y a le côté esthétique du SBT, le côté maniabilité du SBT qui est important, on a envie de pouvoir encore choisir. Donc on sait qu'il y a des conflits d'intérêts après aussi quand les SBT appartiennent à des agences. Ne vous battez pas. Hein, mais... Moi, je suis pas 100% d'accord parce que je pense qu'aujourd'hui, on veut le meilleur de chacun, mais finalement, on oublie le collaborateur. Le collaborateur, il veut le plus simple. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette vision-là à 200%. Je pense que aujourd'hui, si on demande au collaborateur s'il a un problème, s'il veut appeler le support de niveau 2 qui le redirige, le support de niveau 1 qui le redirige vers le support de niveau 2 qui le redirige vers l'OBT, je sais pas s'il sera d'accord. Je suis partagé.
ça dépend vraiment de chacun. C'est effectivement un point de vue qui se défend très largement. Je vais répondre juste par rapport à la question de la crainte de voir finalement juste des binômes agences OBT et plus avoir finalement d'OBT ou d'agences indépendantes. Effectivement, il y a un mouvement. On voit qu'aujourd'hui, KDS continue à travailler avec les autres agences. Traveldoo continue à travailler avec les autres agences. Donc, c'est un point qui est rassurant. Et on voit surtout qu'à chaque fois qu'il y a ce type de consolidation, il y a des nouveaux acteurs qui émergent. Donc, voilà, ça peut être une réponse, c'est de se dire que finalement on sera toujours sauvé parce que comme il y a ces besoins-là, il y aura forcément des nouvelles réponses et des nouveaux entrants pour satisfaire potentiellement, encore une fois, cette possibilité de réponse qui convient, comme le disait Guillaume, aux très grands comptes notamment et aux comptes internationaux. Après, quand on a des problématiques un peu moins complexes, on peut avoir des réponses un peu plus packagées, plus facilement en tout cas. Ouais. Dernière chose, même dans les très grands comptes, on voit des stratégies différentes. Aux États-Unis, ils sont très friands du modèle GRA où l'OBT est intégré à l'agence et c'est une version un peu simplifiée. Et puis dans un groupe tel que celui-là qui va être présent dans d'autres régions du monde, ils vont pas être en modèle GRA. Donc c'est vraiment très lié, ce qu'on disait aussi, aux cultures locales et à la géographie. Bonjour, Marcel Lévy, Déplacement Pro. Moi, j'avais une question pour Christophe Dorzier d'EPSA. À quoi sert la TMC ? Globalement, alors je vais quand même étayer un petit peu, on est très latin, donc à partir de là, on a toujours le beurre et l'argent du beurre, mais la technologie est de plus en plus transparente, active, directe. Les grandes compagnies aériennes, Aurélie a parlé du NDC, commencent à nous parler de personnalisation. Ça veut dire que chaque voyageur sera identifié par son volume, sa destination, le montant du billet payé, et que globalement, l'agence de voyage, pour attirer l'acheteur, va lui parler de signing bonus, d'audit, de valeur ajoutée un peu éculée aujourd'hui. Donc, est-ce que finalement, c'est pas tellement à l'acheteur de changer, c'est Christophe à la TMC de se modifier et de se modifier en sachant que 80% des billets sont en touchless. Quand vous tapez ou quand votre voyageur tape sur votre SBT une réservation d'avion, elle est automatisée. Le contrôle de l'émission du billet est automatisé. Donc vous payez des fees à une machine et c'est normal. Il y a une technologie, il faut la payer. Donc tout ça est un peu quand même, je dirais, il y a une forme d'opposition entre le besoin réel de la TMC, peut-être pour certains grands groupes, et la réalité de la technologie qui se met en place, la démat entre autres, et l'intelligence artificielle avec le prédictif, on pourrait y passer l'après-midi. Christophe. J'aime beaucoup les questions de Marcel parce qu'il fait toujours les questions et les réponses, finalement. On en a déjà parlé ensemble, hein, donc tu connais quelle est... Hein. Moi, je dirais que la TMC, telle qu'on la connaît aujourd'hui, plus personne n'en veut. Il y a un vrai problème de confiance, il y a un vrai problème de valeur ajoutée. Il y a des intérêts qui ne sont pas alignés avec les intérêts de l'entreprise, tout simplement parce qu'il n'y a pas la transparence sur les modèles de rémunération au niveau des agences. Et moi, ma position, c'est de dire qu'elle doit quand même évoluer vers ce qu'on appelle nous la TSC, donc la Travel Solution Company, qui peut être peut-être demain le corner dans l'entreprise qui permettra aux voyageurs de trouver des solutions à tous les problèmes qu'il peut rencontrer dans le cadre de son déplacement professionnel. Mais on le sait tous depuis Darwin, hein, ça vaut pour les espèces, ça vaut aussi pour les grandes organisations. Si on n'évolue pas, on disparaît. Il y aura sûrement quelques réseaux qui disparaîtront. Il y en a d'autres qui arriveront comme Rydoo, mais il faut vraiment qu'elles arrivent à trouver des solutions aux problèmes des utilisateurs finaux que sont les voyageurs.